Je vais couper le son du téléphone. C'est ça. Bon, salut Martial. On Salut! est, on est en direct. Bah oui, 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 ça arrive, mine de rien. Bonjour, merci à toi de venir nous voir là, parmi cette belle journée où on aurait pu être à l'eau. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et donc, du coup, tu vas venir un peu nous présenter comment tu chasses, tes techniques, la sécu. Bon, on veut pas tes points, bien sûr, mais un peu un peu ta façon de faire, quoi. Parce que réellement, tu vois, moi, c'est tes vidéos qui m'ont donné envie de chasser il y a 10 ans, quand tu étais jeune et svelte. Et du coup, ah oui, oui, ça fait longtemps, quoi. Donc, vas-y, présente-toi. Moi, je vais partager un peu sur les pages. Et puis après, je reviens, je suis pas loin. Vas-y, Martial, à toi. Ok. Martial, 45 ans. Ah oui, je suis plus tout jeune. J'ai commencé à aller dans l'eau tout petit, puisque mon père lui-même faisait de la chasse sous-marine. Et donc, j'ai commencé vers 16 ans à me remettre un petit peu en apnée, mais je me suis mis avec un fusil à partir de l'âge de 18-20 ans, parce qu'avant, je faisais de la plongée bouteille. Voilà, et puis rapidement, je me suis orienté vers l'agachon. Hein. Moi, ce que j'aimais, c'était rester sans bouger au fond, dans 2 mètres d'eau pour voir les bars dans les sargasses. Puis petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, je me suis mis à descendre un petit peu plus profond, notamment avec Petit Gwen. Et puis après, j'ai commencé à voyager, à faire de la vidéo. Et puis, depuis quelques années, j'essaye de varier un peu tout ça parce que comme ça fait longtemps que je fais ça, eh bien, j'aimerais bien faire des choses nouvelles. Donc, je me suis mis à faire le thon, la profondeur, les pagres. Je chercherais bien maintenant un peu plus de langoustes. J'attends qu'elles grossissent encore un peu. Mais voilà. Et puis, ce qui m'attire surtout dans la chasse, c'est de partager le moment avec des potes puisque je chasse jamais tout seul. J'ai jamais chassé tout seul et ça m'intéresse pas. Ça, Voilà. c'est... Pas de compétition non plus. C'est pas trop mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sortie entre potes. Tu vends encore des DVD? Ça fallait que ça vienne. Et je vois pas les commentaires. Je vois pas les commentaires. Ah, c'est con, tiens, je vais te les mettre comme ça, regarde, ils vont faire attention à ce qu'ils vont dire. Ah, ça y est, d'accord. Oui, je vois encore des DVD. Non, j'ai réussi à m'en débarrasser à la dernière brocante. J'en ai balancé quelques milliers. Hein. Il m'en restait très peu, il m'en restait quelques milliers, c'est tout. Ah, ouais, c'est bien. Mais c'est bien ce que tu as fait, parce que ça a permis aux jeunes pas mal de voir un peu ce que c'était vraiment la convivialité, vraiment la chasse en s'amusant et pas en se prenant la tête à celui qui allait aller avoir le plus gros poisson, même si on sait souvent que c'est toi, mon salaud. Mais c'est Bah, vrai qu'on apprécie vraiment des moments. Oui, le fond d'écran, c'est à côté de chez Martial, son bar préféré. Et donc, du coup, là, on voudrait parler un petit peu par rapport à ce qu'on a discuté. Ce qui serait sympa, c'est que tu nous parles un peu des épaves dans le courant. Parce que c'est vrai que la plupart, on entend parler de la Normandie, pêcher sur l'étal et tout. Là, c'est quand même complètement une pêche différente et quand même assez, on va dire, spécifique, quoi. Ah ouais, alors c'est plus que spécifique. Bon, alors ce qu'on fait, nous, c'est que bon, j'ai pas mal de copains hein, maintenant que j'ai initié à la profondeur, c'est-à-dire que c'était déjà des bons chasseurs. Et puis, ils n'avaient pas eu l'occasion, c'est tout, d'essayer. Donc, il y en a plusieurs, là, hein, ceux de mon club de hockey notamment, et puis sinon d'autres potes avec qui je chassais. Ouais. Donc, c'est des épaves qui font entre, on va dire, en profondeur, c'est entre 35 et 45 mètres, on va dire. Et la particularité, c'est que certaines, elles sont toutes petites, hein, elles font 12-13 mètres. Donc, comme on les fait en plein courant, parce qu'il n'y a pas de poisson, en fait, quand c'est l'étal sur ces épaves-là, le poisson s'écarte, eh ben, il faut réussir à tomber dessus. Et tomber dessus quand il y a 40 mètres, quand il y a du courant et que l'eau est sale, c'est pas évident. Donc, nous, à force d'expérience, hein, on s'est aperçu, c'est le pilote hein, qui est primordial. Donc, on remonte le courant. On a le sondeur, bien sûr, qui est important. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait déjà des dérives à vide pour voir l'orientation du bateau quand il dérive. Et puis après, on suit cet axe-là pour tomber dessus. Et puis le pilote, donc lui, le gars est à l'eau, lui il voit rien, et puis c'est le pilote qui doit lui dire vas-y. Et le truc, c'est que pour pas qu'on s'écarte trop de l'axe, on fait des dérives très courtes. Donc ça veut dire qu'on a peu de temps pour se préparer. Donc c'est assez paradoxal parce qu'il faut descendre à 40 mètres, mais il faut être capable de se préparer en quelques secondes en fait. Donc c'est là qu'est la difficulté et c'est pas forcément très bon avec ce que je vais dire après justement au niveau de la sécurité sur la profondeur, c'est pas très conseillé de faire des apnées sans bien se préparer. Mais sur certaines épaves malheureusement on est un petit peu obligé de le faire. Tu te prépares dans le bateau, du coup, non?
On se prépare pas dans le bateau, non. On est accroché derrière le bateau. On a une bouée qui est accrochée au bateau et on est accroché à la bouée. D'accord. D'accord. Et par rapport à ça, tu as des outils, des trucs spécifiques pour avoir un largage rapide, ces Oh, bah, c'est trucs-là? toute une bouée avec un mousqueton largable. Alors, Mmh. moi, au niveau du plombage, en fait, en général, j'ai 4 ou 5 kilos sur ma ceinture que je garde. Et puis, autrement, on a un poids entre 8 et 11 kilos qui, lui, va être largué à la corde. Généralement, la corde, on fait que 15 mètres, à peu près. C'est juste Ouais. pour les premiers mètres, parce qu'une fois qu'on a fait nos 15 premiers mètres, on arrive à couler. Alors, moi, je mets 4-5 kilos, mais je conseille à personne, hein, c'est parce que j'ai une grosse flottabilité. Donc, il y en a d'autres comme moi, hein, bien sûr, mais la plupart, ils n'ont pas besoin d'autant de plomb. Et en plus, c'est pas très bon, on en reparlera aussi, de faire des efforts sous l'eau quand il y a de la profondeur, pour pas mal de raisons et qui sont que la plupart du monde ne connaît pas, hein. Quand on va parler d'ADD, d'AIT, de shunt, d'OAP, ça les gens ils connaissent pas parce que les accidents en chasse sous-marine profonde c'est vraiment différent de ce que vous pouvez imaginer. Je sais pas, dans 25 mètres d'eau, en fait, bon, on peut faire une syncope, on peut manquer d'oxygène, ce genre de choses, mais c'est beaucoup plus insidieux avec la profondeur parce que c'est des choses liées à l'azote, c'est des choses liées à comment est formé votre cœur. Par exemple, vous avez un passage entre les deux parties du cœur qui peut être existante. Ça peut être lié à la compression qui va faire qu'il va y avoir des passages entre les petites artères et puis vos alvéoles. Et on peut même se noyer, par exemple, de l'intérieur rien qu'en nageant. C'est ce qu'on appelle les œdèmes aigus du poumon. Même un nageur en surface peut faire cet accident-là aussi, lié à la compression et lié au froid. Il y a plusieurs facteurs comme ça. D'accord. D'accord. Mais du coup, toi, par rapport à ça, là, là, il y en a beaucoup qui me posaient la question là pour la bouteille d'oxygène et tout. Quand tu finis tes journées, t'as fait combien d'apnées quand t'es vraiment sur des épaves profondes? Alors, c'est très peu, hein, c'est entre 4 et 10 apnées au-delà de 30 mètres. En plus, de toute façon, au bout de 10 apnées, en général, on est bien claqué quand même. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait 2 accidents. Hein, pour ça que, Thierry qui te demandait justement si tu t'étais déjà fait peur. bah, en fait, c'est pas vraiment se faire peur parce que moi, mes accidents, ils me sont arrivés après. Hein, c'est pas dans l'eau que ça s'est déclaré. C'est-à-dire que j'arrivais plus à lire. Donc, c'était sans doute une bulle ou ça peut être un caillot de sang ou ça peut être une plaque d'éthérome qui coince un vaisseau. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu insidieux parce que c'est pas dans l'eau qu'on a l'accident en fait, c'est après. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, sauf qu'il y a peu de monde à en parler. Mais par exemple, j'ai un bon copain là, qui m'avait un petit peu mis à la profondeur, qui s'appelle Nicolas Girardin. Bon bah lui c'est pareil, hein, au dernier champion, je crois que c'était au championnat du monde ou au qualif des championnats du monde. Bah il s'est fait un accident de décompression ou un AIT et bah il a arrêté là, hein. Parce que il y a beaucoup de chasseurs qui ont eu ces accidents là mine de rien. D'accord. Ouais, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Souvent, en plus, on dit, tiens, il y a eu un accident et tout, il n'y a jamais de retour là-dessus. On ne sait jamais réellement ce qui s'est passé. Tu vois, il y a 2 ans, on a perdu 2 personnes vraiment très douées et on sait pas du tout ce qui s'est passé. Ni l'une ni l'autre. Bah, c'est syncope ou truc comme ça, mais on ne sait pas. Et c'est vrai que du coup, le fait de parler quand même que la profondeur, faut pas jouer. Tu vois, il y a comment? Il y a Philippe Rétriou qui dit que la plupart des accidents, c'est entre 0 et 10 mètres. Ouais, c'est des accidents, mais la plupart des morts, c'est au-delà de 20. Mais c'est ça qui est un petit peu, ouais, on va dire Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. La plupart des morts, c'est pas au-delà de 20. Non, non. Non, non, la plupart des morts, c'est dans peu d'eau et c'est des gens qui sont tout seuls et qui font une syncope. Quand tu regardes les compétitions en piscine, il y en a plein maintenant qui font des syncopes parce qu'on force beaucoup, mais bon, ils savent qu'ils sont surveillés, donc ils forcent. Mais non, à la profondeur, les gens qui vont profond, généralement, ils ont de l'expérience et généralement, ils font pas de syncope. C'est D'accord, d'autres problèmes. d'accord. Ok, toi, je croyais complètement l'inverse. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Mais parce que c'est vrai que l'on se dit, ouais, moi j'ai toujours eu peur un peu de la profondeur. Tu vois, moi, je suis bien mieux dans 10 mètres que dans 20. Hein, tu l'as déjà remarqué. Après, j'ai déjà été à 20 faire des jolis lieux dans le courant, mais c'est pas comme aller à 20 en Méditerranée. Tu vois, c'est pas du tout le même jeu, quoi. Bah, C'est quand la profondeur, 20 à 25 mètres, c'est pas de la profondeur parce que, si tu veux, ça peut paraître profond pour certains, mais
ça ne rentre pas en jeu tout ce qui est phénomène d'azote ou de choses comme ça. Donc c'est pas, ça restera les mêmes accidents, c'est-à-dire ce sera encore des syncopes, des choses comme ça qui arriveront sur 20-25 mètres. Ça, c'est pas de la profondeur. Je pense qu'on peut parler de profondeur à partir de 30 mètres à peu près, parce que c'est là qu'on commence à avoir des différents phénomènes. Alors, moi, quand j'ai eu mes accidents, là, au début, je pensais que c'était des accidents de décompression donc liés à l'azote. Pour ceux qui connaissent pas, hein, en fait, notre air, il est composé, on va dire, de 80% d'azote, donc pas de souci. Mais quand on descend profond, cet azote, il est comprimé. Et puis quand on remonte, il se décomprime et donc il y a des petites bulles d'azote en fait qui peuvent circuler dans la circulation sanguine et qui vont bloquer la circulation. Donc la première chose, moi j'ai pensé que c'était ça, mais en réalité ça peut être ce qu'on appelle un AIT. Alors un AIT c'est le même phénomène, hein, c'est une artère qui va être bouchée aussi, mais ce sera pas par une bulle d'azote, ça va être par une plaque d'athérome, c'est-à-dire une plaque de, comment on appelle, pas de gras, mais de, comment on appelle ça, le cholestérol, une plaque de cholestérol. Ou alors, ça peut être un caillot de sang. On a aussi des caillots de sang qui se baladent dans notre circulation. Et ça peut toucher comme ça parce qu'avec la profondeur, il y a une grosse vasoconstriction. C'est-à-dire que vos artères, elles se compriment. Et du coup, ça a du mal à circuler. Et là, alors moi, je suis un peu connu pour aimer l'apéro. Et justement, c'est très, très mauvais de ce côté-là au niveau de la profondeur parce que l'alcool, en fait, va rendre votre sang moins fluide. En plus, donc vous allez pisser plus souvent si vous buvez de la bière, par exemple, et donc le sang va être moins fluide, et vous allez avoir du mal à évacuer, justement, que ce soit les bulles d'azote, mais aussi les plaques d'athérome et les caillots de sang. Ouais. Donc l'alcool, j'en ris souvent, mais c'est vraiment pas conseillé quand on fait de la chasse profonde. Alors, je suis peut-être pas un bon exemple, mais en tout cas, avec mes explications, j'espère que vous comprendrez qu'il faut prendre ça au sérieux. Parce que tu vois, il y a Rémi qui nous dit là, normalement ton temps de récup sur des apnées à plus de 30. C'est la profondeur divisée par 5. C'est une bonne règle, ça? Moi, je fais diviser par 3. C'est-à-dire que si je vais à 39 mètres, je divise par 3, je fais 13 minutes de récup, par exemple. D'accord. Ok, ouais, donc quoi, tu te bases... Par contre, bon, il n'y a pas que ça. Donc, il y a le temps de récup, effectivement, parce que en fait, vous avez votre vasoconstriction qui se fait, et si vous restez pas assez longtemps en surface, et elle se redéfait pas assez vite. Donc, vous allez repartir avec une vasoconstriction déjà existante et vous aurez mal éliminé l'azote. Ça, c'est une première chose. Alors, il faut boire énormément quand on fait de la profondeur, tout le temps. Mais là, quand on fait de la profondeur, moi, je bois énormément sur le bateau. C'est encore plus... D'accord, ok. Je passe mon temps à boire, en fait. Ouais, et même quand tu plonges pas, du coup. Ouais, alors, c'est pas la même chose. C'était facile. Il y a Sébastien qui me dit, penses-tu que des petits chasseurs comme nous peuvent... Attends, j'ai changé l'endroit. Peuvent goûter aux 30 mètres sans risque? Je ne parle pas de chasse, mais juste aller-retour avec une gueuse. Moi, j'ai déjà amené, je me rappelle, une fille qui ne faisait pas d'apnée, je l'ai amenée à 30 mètres dès la première journée. Donc, vous voyez que c'est largement faisable. Et d'ailleurs, j'ai des copains qui sont pas forcément très bons en apnée, qui sont venus à 35 mètres avec moi. Hein. Ça pose pas de problème. Après, on reste plus ou moins longtemps, mais... Après, il faut être encadré, quoi. Ah bah oui. Oui, et ça c'est important parce que il y a plein d'autres choses à connaître sur la profondeur. Donc là, je vous ai parlé des accidents de décompression avec l'azote. Tout ce qui est... Excuse-moi, c'est l'encadrement, Hugo. Parce qu'en apnée profonde, tu as moins d'accidents étant donné que les gars sont encadrés. En chasse sous-marine, il n'y a pas d'encadrement. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut se renseigner. Il faudrait que, d'ailleurs, il va falloir que j'écrive un texte et que je le partage sur Internet parce que quand j'ai fait mon accident, là, j'avais commencé à en parler, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui en avaient fait des accidents et qui n'en parlaient pas. Et je trouve ça dommage. Tout le monde va au casse-pipe alors qu'on aurait pu bénéficier de l'expérience. C'est une des raisons pourquoi je fais, tu vois, ces live-là. Il y a énormément de choses que les gens croient connaître. Et au final, on n'est pas Dieu non plus. On peut dire des conneries aussi. Mais tu vois, rien que sur les plombages qu'on a discuté là il y a 2-3 jours avec Job, mais les gens, les plombages qu'ils mettaient, c'était un truc de malade. Et quand tu regardes, plus tu vas profond, moins tu mets de plomb. Il y en a plein, c'était l'inverse. Donc c'est pour ça aussi, tu vois, que tu es là et qu'on parle vraiment de la sécu. La sécu là-dessus. Ouais, parce que moi, quand j'ai fait mon deuxième accident, j'ai les paramètres avec moi là qui sont devant moi. Et en fait, le problème, c'est que je fais du hockey subaquatique. Donc, je suis habitué à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Donc, j'ai toujours eu un rythme élevé. Ouais. Et là, en fait, je faisais pas des apnées très longues. Je faisais à peu près 2 minutes 20 en moyenne. C'était sur 38-39 mètres.
Mais j'avais maximum 3-4 minutes de récup en surface et c'était grand maximum. Il y a des moments où j'avais encore. Et tant qu'on n'a pas fait l'accident, on se rend pas compte parce que je me sentais comme d'habitude, comme quand je suis dans 10 mètres d'eau, je voyais pas la différence. D'accord, ok. C'est insidieux, quoi. Et il y a Ludo qui nous demande là, tu conseilles de chasser avec la largable à 20 mètres et plus ou pas? Ah bah, carrément. Moi, avec l'âge, là, j'étais en Italie à l'île d'Elbe l'année dernière. Alors, j'étais avec la crème de la crème. Hein. J'avais que des gars qui étaient champions du monde et tout. Et on voyait bien les jeunes. Les jeunes, eux, ils voulaient pas utiliser la largable et ils étaient tout fiers de dire qu'ils chassaient sur 25-30 comme ça. Et nous, les vieux, là, oh là là, on était pépères. Moi, même maintenant en Bretagne, même sur 20 mètres, je prends la largable, je m'emmerde même plus. Hein. Ouais, Après, je chasse dans le courant. Si c'est un fond plat et qu'il n'y a pas de courant, bon, bah, à 20 mètres, je vais pas prendre de largable. Mais l'avantage, c'est quand on chasse sur des endroits où c'est très accidenté, eh ben, on est sûr que même si on descend à 30, on va remonter facilement. Parce que quand on est en constant et qu'un coup il y a 20 mètres, un coup il y a 30 mètres, un coup il y a 20 mètres, un coup il y a 15, on sait jamais sur quoi on va tomber, quoi. Ouais, d'accord. Il y a Chris qui nous demande, tu conseilles combien de temps en apnée maximum à 35 mètres? Aller-retour, agachon compris, je sais pas trop. Mais non, mais il y a pas de, on s'en fiche. Tant que t'es bien, tu le fais. C'est une question de sensation. J'ai jamais regardé ma montre sous l'eau. Il y a des moments, je suis à 2,20, des fois à 2,40, des fois à 3 minutes, mais on s'en fiche. D'accord. C'est vrai que moi j'ai commencé un peu la gueuse. C'était plus psychologiquement pour pouvoir redescendre, tu vois, sur 15-20. Et c'est vrai que ça m'a aidé énormément à être bien au fond, quoi. Beaucoup plus facile que de descendre à 20 dans le courant, quoi. Bah largement. Et Après, c'est beaucoup plus facile. Hein. Après, moi, l'été dernier, par exemple, tous les matins, en maillot de bain, je descendais à 45 mètres, sans masque, sans rien. Donc, je suis aussi capable d'y aller sans gueuse. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis détendu à 45 mètres quand je suis avec ma gueuse, parce que je sais que même si j'ai pas de palme et tout, je remonte sans problème. Donc, ouais, tu remontes, ouais. Et tu vois, il y a César qui nous demande justement comment ça fonctionne la largable. Eh ben, t'as une bouée, t'as un bout de 15 mètres, t'as un plomb de 8 kilos au bout. Sur la bouée, il y a un mousqueton largable, donc on tire sur une tige et le plomb va partir. Et comme tu tires le plomb, bah alors tu descends pas, t'es obligé de palmer quand même. Hein. Au début, tu es obligé de palmer, mais tu fais 2-3 mètres comme ça, puis après, tu te laisses tranquillement descendre. Alors justement, à propos des vitesses, c'est très important de descendre lentement et de remonter lentement. Ça permet au corps de s'adapter et sur tous les phénomènes de vasoconstriction, justement, et puis ça va permettre d'éliminer l'azote, etc. Donc là-dessus, moi, je suis très très lent, hein, parce que j'ai du mal à compenser, donc je descends déjà lentement. Mais à la remontée, c'est pareil. Il faut pas remonter comme une balle, hein. Là, sinon, c'est accident assuré. Ouais, d'accord. Tu vois, il y a Ludo qui demande pour la compensation, tu procèdes comment quand tu es profond? Alors moi, c'est la galère, la compensation. J'ai toujours eu du mal. Hein. Je passe mon temps à compenser. En plus, je sais pas comment je fais, mais je lâche toujours de l'air. En fait, je continue à souffler quand je relâche ma main, donc je perds toujours un petit peu d'air. On voit bien sur les vidéos, d'ailleurs, il y a toujours de l'air qui sort de mon masque. Donc ça n'a pas d'incidence sur 20 mètres, mais quand tu es à 40, 50 mètres, c'est toujours embêtant de lâcher un petit peu d'air. Ouais, ce que tu as perdu, ouais, tu l'as perdu, ouais, c'est sûr. Et alors, la compensation, ce qui est hyper important, et là je suis un mauvais exemple, c'est que si vous le forcez en profondeur, il y a des risques d'OAP et de shunt. Alors le shunt, c'est le passage dans le cœur. Vous avez deux cœurs en fait. Il y en a un, on va dire, c'est le bleu et l'autre c'est le rouge pour faire simple. Et on a un risque de passage du bleu vers le rouge. Et donc, au lieu d'éliminer l'azote, et vous allez remettre de l'azote dans la circulation rouge et vous allez mal oxygéner en fait votre grande circulation pour tous vos muscles, etc. Donc, il y a des risques d'hypoxie à ce moment-là. On se réoxygène mal. Donc la compensation, quand on commence à avoir du mal à descendre, faut mieux éviter de forcer. Il y a aussi des risques d'OAP, des œdèmes aigus du poumon. Là, vous pouvez vous noyer en fait en transférant du sang, des artères ou même du liquide interstitiel à l'intérieur de vos alvéoles et en fait vos poumons vont être remplis de liquide. Et tout ça, comme je l'ai dit, hein, ça arrive même à des nageurs. C'est-à-dire que quand on n'est pas détendu, quand on est crispé, c'est aussi pour ça que les apnéistes de haut niveau, ils font beaucoup d'étirements. C'est parce que si on est trop tendu, eh bien, il va y avoir comme ça un passage des artères vers les alvéoles. Donc, risque d'œdème aigu du poumon. D'accord. Il y a Charles qui nous dit, là, il a la chance, je voudrais bien y arriver aussi, quand il arrive à compenser sans appuyer sur son nez, juste avec un mouvement de la mâchoire. Ça, c'est top. Ah, c'est top. Moi, j'ai essayé. Hein, j'ai fait plein d'exercices pour muscler les péristaphylins, etc. Mais
J'arrive pas. Je pense que j'ai une oreille avec une trompe de stage qui est un petit peu pincée ou je sais pas quoi. Mais... Ouais. Ou après, peut-être que tout simplement, j'ai mal fait les exercices. Hein. Bah pareil, moi, tu vois, j'étais chez l'orthophoniste justement pour apprendre à compenser comme ça. Non, c'est la trompe de stage qui est trop serrée. Du coup, elle dit c'est mort, c'est trop musclé, donc ça marchera pas. Alors, faut Ouais. savoir que normalement, plus on va profond et moins on a besoin de compenser. Et quand on n'a pas l'habitude d'aller profond, ben, on a tendance à garder le même rythme et c'est pas bon parce que si vous connaissez la loi Boyle-Marriott, P1V1 égale P2V2 et tout, vous savez que plus vous allez profond et les différences de pression, les différences de pression vont s'amenuiser avec la descente et donc normalement on compense beaucoup moins. D'accord. Il y a Nicolas qui nous demande, tu penses quoi de larguer la ceinture au fond et d'être en free au fond? Bah c'est bien quand tu peux le faire. Moi si je fais ça, je remonte comme une balle même à 50 mètres. Ça dépend de ta flottabilité, mais autrement, bah, c'est le top, effectivement. Alors, le souci, c'est pour la chasse. C'est pas parce que tu as ta ceinture qui traîne au fond et le courant, ça fait du bruit. Moi-même, quand je vais sur 50 mètres, grand maximum, je mets 25 mètres de fil. Mais la plupart du temps, je mets que 15 mètres parce que c'est les 15 premiers mètres qui me dérangent. Après, je descends en feuille morte et comme je vous ai dit, il faut descendre le plus lentement possible pour que le corps s'adapte et pour éviter les accidents. Donc, descendre lentement, remonter lentement. Du coup, si on lâche le plomb à 15-20 mètres, c'est le top. Parce que tu vois, il y a Tatan là qui nous dit là au niveau sécu, c'est sûr qu'il y avait le gilet de sécurité de Terimas qui avait été sorti là. Mais dépasser, comme il dit, dépasser les 20 mètres, faut penser à sa famille. C'est vrai aussi, ouais. Ah mais non, mais c'est l'inverse. Là, vous n'avez pas compris, c'est l'inverse. Le gilet de Terimas, c'est exactement ce qu'on a quand on fait de la largable. Parce qu'en fait, on est en flottabilité positive à 20 mètres. Donc, les syncopes, elles arrivent jamais en dessous de 20 mètres. Hein. Il faut c'est entre 20 mètres et 10 mètres, c'est même plutôt entre 10 mètres et 0 mètres. Et je peux vous dire qu'arriver à 15 mètres, on remonte, donc ça pose aucun souci. Au contraire, moi je chasse qu'à 2. Hein. C'est tout le temps, on est tout le temps 2. Jamais à 3, je refuse d'être à 3. Un sur le bateau, un dans l'eau. Vous êtes sûr que le gars, il est en train de vous surveiller. Vous remontez à côté du bateau parce que le bateau se déplace comme vous. En même temps, ouais. Et si vous arrivez une syncope, il n'y a pas de problème, vous remontez à côté du bateau, le gars il a juste à vous tenir la tête hors de l'eau, en moins de 2 minutes vous récupérez et ça n'a pas de conséquences. C'est vraiment la chasse la plus sécu. Avant de faire ça, j'ai chassé beaucoup dans le courant, et on va dire entre 15 et 25 mètres. C'était beaucoup plus dangereux que ce que je fais actuellement sur 50 mètres ou sur 40 mètres. Hein. Au final, tu descends moins souvent aussi. C'est ça aussi. Ah bah là maintenant, c'est plaisir, quelques descentes dans la journée. C'est des choses que personne n'a fait, voir des choses sympas. Après, tout est sympa, hein, mais moi, c'est vrai que c'était pour changer un petit peu, parce que je commençais à avoir fait le tour. À la base, c'était pas pour aller chercher les gros lieux? Oh bah non, parce que des gros lieux, il y en avait dans 10 mètres d'eau aussi. Il y en avait dans 10 mètres d'eau, ouais. C'est les questions qu'on me pose. Descendre lentement, c'est top aussi pour pas effrayer les poissons. Oui, c'est vrai. Kevin qui nous dit ça. Oui, c'est vrai aussi. Descendre doucement, c'est mieux. En parlant des gros lieux, enfin, si vous regardez un peu les vidéos, vous verrez que je ramène rarement du poisson en fait. Hein. J'en fais un dans la journée en général et ça me suffit. La plupart du temps, j'en ramène même pas. Ouais, t'en ramènes pas. Quand j'ai besoin de poisson, j'en ramène. Si un jour j'en ai plus dans le congélo, j'en fais 10 dans la journée et puis pendant 2-3 sorties après, j'en fais pas. Ouais, t'en fais pas du tout. Ouais. Et Arnaud qui nous pose, tu arrives vraiment à remonter toujours juste à côté du bateau dans le courant? Ah ouais, on est très proche, ouais. Ouais, quand le vent s'y prête bien ou tu dérives avec le vent avec une encre flottante. En fait, déjà, je ne sors plus quand il y a des vagues. Je m'emmerde plus avec ça parce que j'ai pas envie de me casser le dos parce que moi, je vais toujours loin parce que chez nous, pour trouver 40 mètres, il faut déjà faire 1 heure de bateau. Ouais. Donc déjà, quand il y a des vagues, on sort plus maintenant. C'est que de la chasse plaisir, donc on sort quand la mer est belle. Et après, quand la mer est belle comme ça, si vous sortez à 20 mètres du bateau, de toute façon, le pilote, il ne regarde que vous. Donc, en quelques secondes, il est à côté de vous, c'est pas un problème. D'accord, ok, ouais, d'accord. Ouais, c'est à chaque apnée qu'on change. J'ai oublié de préciser, mais comme il faut récupérer longtemps, à chaque apnée, hop, on retourne sur le bateau et on inverse. Alors c'est vraiment détendu, hein. On n'est jamais pressé à dire allez dépêche-toi, mets ton matos, j'ai envie d'y aller. Non, au contraire, comme on sait que de toute façon on doit attendre longtemps entre chaque apnée, on est vraiment détendu, on plaisante. Ouais, oui, c'est pas du saut de mouton. C'est pas à toi, non, à toi. Ouais. Moi, quand on est pressé d'aller dans l'eau et de faire plusieurs descentes à suivre, mais là c'est pas du tout le même principe.
Là, il y a Ludo CSM qui nous demande, là, c'est grave si la gueuse, elle vient taper le fond ou c'est pas trop, à ces profondeurs-là, c'est pas grave. Bah, en fait, ce qui est grave, c'est que tu risques de perdre ton plomb, c'est tout, quoi. Hmm. Après, moi, je m'arrange toujours pour que ça touche pas le fond. Je te dis, hein, je mets que 15 mètres de fil en général. Donc. Ouais, d'accord, ouais, ça t'emmène pas au fond, ouais, d'accord. Parce qu'il y Non, en a beaucoup alors, t'avais commencé à parler des épaves, mais sur épave, ça m'est arrivé bah, le jour où j'ai fait mon accident, là, le oui, deuxième, justement, alors j'avais la grosse caisse, hein, ouais, c'était à peu près 4 minutes de récup, 2 minutes 20 sous l'eau, il y avait 38-39 mètres, et il y avait beaucoup de bout sur l'épave, et mon plomb, il s'accrochait dans le bout, et, je prenais mon temps pour enlever le plomb, attendre qu'il le remonte, après je descendais sur l'épave, je tirais un poisson, je remontais, il s'accrochait dans les bouches, je décrochais, enfin c'était, ça allait parce que je me sentais bien, mais résultat, ben, à la fin de la ouais, journée, j'arrivais plus à lire ce qui avait marqué sur ma bière, quoi. ouais. Mhm. Ouais, forcément, ouais, donc ouais. Donc du coup, maintenant, tu fais complètement différemment, ouais, c'est sûr. Ah bah ouais. Ouais. Alors, que conseilles-tu à un amateur qui veut se lancer dans la chasse sous-marine niveau préparation physique, alimentation? Ah bah, la préparation physique du hockey subaquatique, hein. Ouais. Je pense que C'est vrai que c'est impressionnant. ça c'est top parce que ça te prépare déjà pour le palmage. Au niveau récup, j'ai jamais vu un sport qui te prépare mieux au niveau de la récupération entre deux apnées. Et puis en plus, tu rencontreras plein de chasseurs parce que par exemple dans mon équipe de hockey subaquatique, bah, ils font tous de la chasse sous-marine quasiment. Oui, Et, forcément. et c'est eux qui m'accompagnent maintenant. Ouais, ouais, c'est cool. C'est cool. Puis après, d'avoir confiance au binôme, ça doit être super important quand tu vas sur ces profondeurs-là. Ouais, bah moi j'ai confiance parce que c'est des sportifs, donc je sais déjà que. Enfin, ah non, tu parles quand ils sont sur le bateau. Oui. Là en fait, déjà il faut. Moi j'ai l'habitude de bien les briefer au départ, et puis c'est des gars qui apprennent vite. Donc dès la deuxième sortie, c'est bon, c'est réglé, c'est déjà carré quoi. Tout le monde sait ce qu'il Ouais, a à c'est faire. déjà carré, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ouais, c'est bien ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'il me dit? Et pour pouvoir lire sa bière à coup sûr, ne pas changer de marque. J'ai pas entendu. J'ai pas Ça, entendu. J'ai t'as pas entendu bien. entendu? Attends, je vais te la mettre, je vais te l'afficher. Pour pouvoir lire sa bière à coup sûr, ne pas changer de marque. Ah, c'est pas con, ouais. Non, mais c'est comme en sous-marine, j'aime bien changer. Ouais, C'est ouais, comme moi, pour les trois. je Avant, j'étais monomaniaque, je ne faisais que du bar, mais maintenant, c'est l'inverse. Et du coup, J'essaie. on va parler poissons. Là, j'ai eu deux, trois questions sur les poissons. Tu as fait vraiment des gros spécimens comme les thons que tu as fait ces dernières années. Mais tu as été aussi pêché à l'étranger beaucoup, les carpes rouges, tout ça. Ouais, j'ai Mais organisé pas mal de voyages à l'étranger. ton Bah, poisson préféré, comment? en fait, c'est ton poisson préféré, celui que tu as préféré chasser, prendre, manger. Oh non, bah manger, ça dépend du cuistot, hein. Par exemple, au Cap-Vert, le Wahoo, c'était super bon. Non, mais ouais, ça dépend vraiment du cuistot, c'est surtout ça, parce que il y a beaucoup de poissons qui sont très bons. Généralement, dans les eaux chaudes, ils savent bien les préparer. Ouais, ça vient les préparer. Et en France, ton poisson préféré à chasser? Ah bah le pagre. Le Le pack, c'est vraiment drôle. Alors, j'en ai pas une grande expérience, hein. En fait, j'y suis allé qu'une fois Non, je suis allé deux fois. Je suis allé une fois pour en faire. Tu as fait des belles vidéos. Et puis, j'en ai fait cinq, directement. Et je suis retourné une autre fois. Et je crois que j'en ai fait zéro, là. Et j'arrivais pas à les approcher le jour-là. Ou j'en ai, si, j'en ai peut-être. Non, non, je crois que j'en ai fait zéro. Mais j'ai fait quand même une belle langouste. C'était le jour où j'ai fait la belle langouste, là. C'est le jour où tu as fait la grosse langouste. Mais impossible d'en faire ce jour-là. Bon après c'est loin de la côte et j'y vais pas souvent à cet endroit-là, mais l'avantage c'est que l'eau est claire, c'est sympa. Ouais, 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 c'est sympa. C'est un poisson qui est compliqué sur ces profondeurs-là aussi. Parce que c'est assez profond que tu vas aller chercher. ouais c'est compliqué. Alors c'est pas très profond, il y a 23 mètres, hein. Tous les 5 je les ai fait sur 23 mètres, à des endroits différents, hein. C'est marrant, ils étaient toujours sur 23. Ouais. Mais c'est hyper méfiant quoi. C'est vraiment Ah, drôle parce que là il faut rester longtemps, il faut être planqué. Ah, c'est vraiment sympa. et c'est des beaux que tu as vus, non? Des gros, c'est ça? Et des Non jolis que tu as vus? non, c'était pas des gros. Non. Des trucs Non. bon, 1 kg, 1,5 kg, je pense. Ouais, parce qu'il y en a là en Bretagne Nord, quand on fait dans 10 mètres d'eau, ils font 1 kilo, quoi, 2 kilos. Ouais. Ouais, C'est bah, bizarre, par rapport à beaucoup. leur lieu de ce qu'ils mangent. Ils mangent la même chose que les royales.
Je sais pas. Je sais pas. Je trouve ça beaucoup plus. C'est un regard hyper méchant. Là, on a l'impression d'avoir un clébard, un Ah chien de oui. garde. Ils ont, ils sont vraiment, ils viennent voir. Mais enfin, on sent qu'ils sont très territoriaux. Je sais pas. C'est pas comme la Dorade Royale qui passe. Hein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'accord. Ouais, le comportement est plus. Ça se Ah, rapproche du bar qui est à moitié méchant, quoi. ouais, plutôt Ah, territorial. d'accord. Et ouais, tu vois, j'aurais pas cru. Ah Mais ouais, donc. le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pêcheurs à la canne maintenant qui s'y mettent. Et je sais que moi, à la canne, quand tu veux en faire, à un moment, on en pêchait tant qu'on voulait, c'était vraiment facile. Mais j'ai l'impression qu'il y en a moins maintenant parce que ça a été beaucoup pêché à l'endroit où je l'ai vu. Ouais, l'endroit où t'allais, ouais, ouais, tu vois. Tu vois, il y Ouais, a quelqu'un qui dit, où, tu vois, il a fait dans 8 mètres, 1 kilo, tu vois. Mais moi, j'en ai vu et ils n'avaient pas le comportement comme tu m'as dit, mais ouais, ils dépassaient pas le kilo, hein, ce que j'ai vu. Hein. Et c'était en Bretagne Sud, ils ont peut-être pas le même comportement. D'accord. Et le poisson que tu as pris le plus de plaisir, vraiment pur au niveau tiré, ramené, c'est en ben, France. je suis assez atypique pour un chasseur sous-marin parce que ça me fait toujours mal de tirer un poisson. Donc, Oui. je prends pas vraiment de plaisir à tirer dedans. Et en Le général, nation, alors, dans ces cas-là. pendant longtemps, hein, j'ai montré des photos, j'étais content de montrer mes photos de poissons, etc. Mais maintenant, alors ça dépend des périodes de l'année, je sais pas pourquoi, mais il y a des moments où j'ai vraiment du mal à montrer une photo où j'ai tiré un poisson parce que je vois pas, c'est pas vraiment une gloire. Puis d'autres fois, je suis comme beaucoup de chasseurs sous-marins, je suis content d'avoir fait le poisson, donc je le montre. Mais Ouais, d'accord. Et du homard, là, on me demande, t'en as déjà fait des gros sur les épaves profondes ou tu leur fous la paix? pas du tout. Alors en fait, déjà chez nous au bord, c'est essentiellement du petit homard hein, dans la zone où j'habite. Et sur épave, en fait, je laisse tranquille en général. Alors en fait, faut savoir que mon père, il est plongeur bouteille, Hmm. assez renommé, et qu'il est très écolo, et que donc j'ai tendance à suivre un petit peu ses prescriptions. Donc en général, quand je vais sur des épaves sur lesquelles il plonge, je touche pas au homard en général. Ouais, tu y touches pas. D'accord. Ouais, je me Ouais, doutais, je le savais. j'ai des copains qui le font à ma place, Ouais, et c'est la bagarre après. c'est clair. Et t'as pas eu des surprises sur les épaves, des espèces que t'avais jamais vues, tu dis tiens, qu'est-ce qu'il fout là, ou truc comme ça? Ah, j'ai fait une vidéo là, c'était assez drôle parce que il y avait 40 mètres et en fait il y avait un banc de mulets qui tournait comme des fous sur la petite épave et il y avait une rétorpille en plein milieu des mulets et c'était vraiment curieux, vraiment D'accord, étonnant. bah, c'est marrant. Ouais. Ah, la vidéo, tu l'avais mise ouais, du banc de lait, je m'en rappelle de celle-là. Ok, donc c'est cool, c'est cool. Et le thon, du coup, tu t'as pas pris de plaisir à aller chercher cet animal-là? Ah bah si bien sûr c'est marrant puis en plus sans les gens que j'amène ils sont tout énervés donc c'est ça qui est plaisant aussi parce qu'on est toute une équipe là enfin quand je dis que j'amène non je les amène pas on va ensemble pardon. Je sens que je vais me faire engueuler. Et d'ailleurs, on a appris ensemble à les chasser ou à les pêcher à la canne. Bon, j'ai quand même un bémol, c'est que le thon, ça se garde pas très longtemps, la chair. Donc, si vous en faites un, partagez-le rapidement parce que ça devient vite pas bon au congélateur. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'il va y en avoir de plus en plus à s'y mettre et j'aimerais pas qu'il y ait trop de poissons déchirés. Alors, je suis peut-être mal placé pour le dire parce que j'en ai déchiré, enfin, j'en ai pas déchiré en fait. Il y en a un qui s'est décroché une fois qui était mort et puis c'est en le remontant qu'il s'est décroché. Donc, je suis pas tout blanc non plus. Mais généralement, quand je tire sur le thon, c'est qu'il est vraiment proche de moi et je me donne toutes les chances de le ramener sans le tuer. Mm. Et un autre souci, c'est que c'est quand même une pêche bien dangereuse. Hein. Les gens se rendent pas compte. Alors déjà, ça nécessite du matériel. Hein. C'est pas la peine d'y aller avec un failli fusil qui sert à faire de la carpe rouge, hein, parce que ça peut marcher une fois, mais ça peut aussi beaucoup déchirer le poisson. Donc, faut quand même du. Moi, j'ai 400 d'eau quand même, et avec 300 d'eau, je pense que je serais juste. Alors, bien sûr, avec 200 d'eau, on peut en faire un, même avec un 100 d'eau, hein, sur un tir létal et tout, mais on va parler du cas général. Je pense qu'il faut vraiment avoir du bon matos. Et puis, c'est dangereux parce que comme on a besoin d'un bungee, si le bungee il est pris dans la jambe ou dans le bras au moment où ça part, c'est sûr vous êtes mort. Hein. Ça a une puissance incroyable ces poissons-là. Mm. En plus puissant, j'ai vu marlin et thon à dents de chien, mais après c'est eux qui viennent après. Hein. De toute façon, si vous êtes accroché, vous êtes mort. C'est impossible de s'en sortir. Ouais, ouais, d'accord. Ok, non mais c'est ouais, c'est tu vois, il y a beaucoup de choses que tu t'as dit, tu vois, j'y aurais pas forcément pensé, tu vois. J'ai eu une question là. T'es déjà, il y a Kevin qui me pose la question.
tu es déjà tombé sur du poisson du sud de Méditerranée, chez nous? À part le pagre maintenant, bien sûr, mais. Non, ça me dit rien comme ça. Non, Étienne Martial, il est de Saint-Brieuc. Il chasse beaucoup sur la baie de Saint-Brieuc. Et Charles, non, il n'y a pas d'épave, il n'y a pas beaucoup d'épaves à moins de 10 mètres de profondeur. Vraiment intéressant. Tu en as une à 5 quais. Hein, c'est ça, je me trompe pas? Tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc c'est cool. Donc, du coup, on arrive à. Dire, Martial, s'il veut voir l'épave qui est dans moins de 10 mètres, là j'ai fait une vidéo qui s'appelle Omar m'a pincé et il verra, je fais le tour de l'épave, il y a plein de petits homards. Des homards tout autour, ouais, tout à fait. Ouais. Elle est sympa comme épave. Bon, bah, du coup, on te remercie, Martial. Tu vois, c'est cool. On arrive à la fin. Là. On est à combien de temps? On est à 40 minutes, 35 minutes, 40 minutes. On est pas mal, c'est bien. Bon, en tout cas, je te remercie. C'est cool c'est cool d'être venu papoter avec nous. Là, c'est un honneur, c'est vrai, réellement. Un article sur les risques de la chasse profonde. Parce que dis-moi. Quand j'aurai le temps, je ferai un article. J'écrive parce que j'ai toutes les notes qui sont prises là. Il faudrait que je mette ça en forme. C'est intéressant parce que comme tu disais tout à l'heure, tous les accidents que tu as eu, personne n'en a parlé. Quoi. Parce que se mettre à la largable, il y a rien de compliqué. Mais voilà, l'accident il peut arriver après la sortie ou sur le bateau et vous comprendrez pas pourquoi si vous n'êtes pas renseigné avant. Il y a vraiment des choses à éviter. Hein. Si je dois résumer vite fait. Déjà le froid, ça peut poser problème à cause des contractions, donc il y a des risques d'œdème du poumon et de chum, donc il faut avoir du matériel adapté quand il fait froid, enfin quand on plonge. Il faut pas faire d'efforts aussi dans ce type de chasse quand on est en profondeur. Moi malheureusement, nous on a le courant, quand les épaves sont petites, des fois il faut palmer pour aller jusqu'à l'épave, et ça c'est pas vraiment recommandé. Hein. C'est normalement on doit faire le minimum d'efforts possible. Après il faut savoir qu'avec l'âge, les risques ils augmentent aussi. Alors, c'est mal barre pour moi, mais les risques augmentent. Le corps, il encaisse moins la profondeur. C'est important de bien récupérer en surface. Hein. Donc, je vous ai dit, c'est pour évacuer l'azote et puis aussi pour lever la vasoconstriction, pour que les artères se redilatent. Donc, il faut aussi savoir que l'accident, hein, l'ADD et l'AIT, c'est lié à une vasoconstriction. Donc, comme ça veut dire que du coup, les bulles d'azote ou les plaques d'athérome ont du mal à circuler. Et c'est aussi lié à l'hypertension. Et l'hypertension, la vasoconstriction, ça vient à cause de l'apnée. Dès que vous êtes en apnée, vous avez une vasoconstriction naturelle. Hein, ça, c'est l'homme qui est fait comme ça. Ça vient aussi de la profondeur, bien sûr. Ça vient de l'hypoxie. Dès que vous êtes en apnée, donc quand il vous manquez d'oxygène, il y a une vasoconstriction qui se met en place. Et ça vient du froid, comme je vous ai dit, et ça vient des récupérations courtes. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Hein. Et tout ça, chacun, ils sont tous importants. Il faut tous les prendre en compte. On peut pas en passer un, quoi. D'accord, ouais, non, mais c'est bien de préciser tout ça. Je te remercie. C'est aussi pour ça que je voulais que tu viennes pour parler vraiment de la sécu qui est quand même super importante dans notre discipline. Il y a encore beaucoup de questions, donc n'hésitez pas les gars. Il y en a beaucoup qui ont posé des questions, on n'a pas pu répondre, mais avec Martial, on va reprendre quand il fera nuit et qu'on sera en questions. Ouais. Et on reprendra les questions. De toute façon, soyez pas déçus s'il vous a pas répondu. On va ah putain, et on va raccrocher là. Oh putain. Je l'ai même pas, j'ai même pas un truc à picoler. Excellent. Je te remercie encore, Martial, c'était top. Et puis, comment? Je dis merci à tous. J'ai pas regardé les questions sur le côté. Hein. Tu verras, t'en as une colonie. Hein. T'as de quoi faire. Là, c'est super. Ouais, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut. C'est top. Donc, du coup, demain, je reviens vous voir et avec Pelizzaris, ce coup-là. Encore une autre. Un débutant. Hein? Encore un débutant? Ouais, c'est ça, un petit débutant. Ça me fait plaisir. Du coup, moi, ça me passe au-dessus, tu vois bien. On va passer un bon moment aussi. Ouais, on va passer aussi un bon moment avec Pélo, du coup, demain. Donc, je vous dis demain à la même heure. Allez, ciao tout le monde. Tchuss.